Ce module de Bonne École est dédié aux élèves des classes de 3e et nous sommes en SVT, Sciences de la vie et de la terre. Nous allons parler d'un grand chapitre, les fonctions de relation. C'est un grand chapitre que vous avez dans votre cahier, mais particulièrement nous allons parler aujourd'hui de l'organe de la vue, c'est-à-dire l'œil. Et nous serons avec le professeur Ramanou Aminou, mais bien avant, l'inspecteur Nzonou est là pour nous parler un tout petit peu de ce chapitre. Inspecteur, vous avez la parole. Merci bien. Bonjour chers élèves, bonjour chers téléspectateurs. Dans le cadre de la continuité pédagogique, nous avons bien voulu revenir sur ce chapitre. Vous savez que, entre autres organes des sens, il y a l'œil, dont le mécanisme de fonctionnement est toujours assez complexe. Pour ce faire, je vais demander à mon collègue, M. Ramanou Aminou, de faire cette révision avec vous. Je vous remercie. Tout en ayant votre cahier de cours à côté, un cahier d'exercice, pourquoi pas, et votre livre de cours, pourquoi pas. Donc, si vous voulez en profiter, restez concentrés, que vous soyez à l'écoute de la radio ou devant votre écran télé, restez concentrés à Bonne École, c'est donc parti. Bonjour chers élèves, bonjour chers téléspectateurs et chers auditeurs. Je me nomme Ramanou Aminou, professeur des sciences de la vie et de la terre au lycée Ablo Gamé. Notre séance va porter sur le chapitre l'organe de la vue, l'œil, de la classe de 3e, tiré du grand thème « Les fonctions de relation ». Avant d'aborder cette révision, je vous invite à avoir vos cahiers de cours à côté, surtout nos amis auditeurs, et de quoi prendre note. Quels sont les objectifs que vise cette leçon? À la fin de cette séance, chaque élève doit être capable de citer les différentes parties de l'œil, expliquer le mécanisme de fonctionnement de l'œil, citer certaines anomalies de la vision et les mesures de correction appropriées. Donc, nous allons commencer par les différentes parties de l'œil. Quelles sont les différentes parties de l'œil? Comme vous le voyez sur le schéma, l'œil est composé de deux grandes parties, à savoir le globe oculaire et les organes annexes. Dites-moi, quels sont les organes annexes de l'œil? Vous voyez, nous avons les sourcils, les paupières avec les cils qui protègent l'œil contre la poussière, les insectes et une forte intensité lumineuse. Vous avez les glandes lacrymales qui ne se font pas voir ici, qui sécrètent les larmes pour humidifier et nettoyer le globe oculaire. Ensuite, vous avez les muscles, les différents muscles, les muscles qui orientent le globe oculaire dans toutes les directions. Maintenant, quels sont les milieux transparents de l'œil? Comme vous le voyez, pour nos amis auditeurs, je vous prie de prendre votre cahier de cours et d'aller au chapitre surindiqué, à la page où vous trouverez la coupe antéro-postérieure de l'œil. Donc, les milieux transparents de l'œil sont de l'extérieur vers l'intérieur, la cornée transparente, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée.
Quel rôle jouent ces milieux transparents? Tous ces milieux transparents convergent les rayons lumineux de l'objet au fond de l'œil sur la rétine. Maintenant, quelles sont les différentes membranes de l'œil? Comme vous le voyez toujours sur le schéma, nous avons la sclérotique qui joue un rôle de protection, la choroïde qui est la membrane nourricière de l'œil. La rétine, elle, c'est une membrane très sensible à la lumière. C'est sur la rétine que se forme l'image des objets. La rétine est reliée directement au nerf optique et le nerf optique relie le globe oculaire au cerveau. Maintenant, nous allons aborder le mécanisme de fonctionnement de l'œil. Après avoir décrit la structure de l'œil, comment ces différents milieux et ces membranes permettent à l'œil de bien former les images. Les milieux transparents de l'œil convergent les rayons lumineux de l'objet. Si l'objet est à l'infini, tous ces rayons convergent au fond de l'œil, sur la rétine. Et l'image se forme sur la rétine. Cette formation de l'image sur la rétine crée une perturbation au niveau de cette dernière. Cette perturbation se traduit en un flux nerveux qui sera véhiculé par le nerf optique. Le nerf optique envoie cette information visuelle, c'est-à-dire l'influx nerveux au cerveau. Une fois l'information parvenue au cerveau, le cerveau analyse, interprète et redresse l'image formée sur la rétine. Vous êtes d'accord avec moi que l'image formée sur la rétine, elle est renversée. Nous allons y revenir. Pourquoi dit-on que l'œil est une caméra ou un appareil photographique? On a l'habitude de comparer l'œil à l'appareil photographique. Si vous prenez l'œil, nous avons le cristallin. Au niveau de l'appareil photographique, le cristallin correspond aux différentes lentilles de l'appareil. Nous prenons la rétine, toujours au niveau de l'œil. Elle correspond à la pellicule au niveau de l'appareil photographique. Nous arrivons à l'intérieur maintenant de l'œil. Elle correspond à la chambre noire. Et l'iris au niveau de l'œil représente le diaphragme au niveau de l'appareil photographique. Vous voyez l'image, un objet proche de l'œil. Cet objet, pour être vu nettement, le cristallin doit intervenir pour mettre l'objet net, l'image de l'objet net sur la rétine. Donc, quel est maintenant le rôle du cristallin au cours de l'accommodation? Pour les objets qui sont à l'infini, le cristallin n'a pas besoin d'entrer en accommodation. Mais pour les objets très proches de l'œil, le cristallin, l'image de l'objet est formée en arrière de la rétine, ce qui oblige le cristallin maintenant à changer ses rayons de courbure pour amener l'image formée en arrière sur la rétine. Donc, l'accommodation est la mise au point de l'image nette sur la rétine.
Et l'organe qui assure l'accommodation est le cristallin. L'accommodation est bien sûr un acte réflexe. Elle est involontaire. Maintenant, quel est le rôle de l'iris au cours de la diaphragmation? Si nous prenons ce schéma, vous voyez ici le diamètre de la pupille n'est pas assez grand comme dans l'autre schéma. Pourquoi? Ici, nous sommes en lumière intense. Donc, quand on est en lumière intense, l'iris se dilate, ce qui entraîne la diminution de la pupille. Cela empêche l'entrée de tous les rayons lumineux au fond de l'œil. Par contre, si nous sommes en intensité lumineuse faible, l'iris se rétracte et ce qui provoque l'ouverture de la pupille et le diamètre de la pupille augmente, permettant à beaucoup de rayons de converger au fond de l'œil. Voilà, nous venons d'expliquer le mécanisme de fonctionnement de l'œil. Comme tous les autres organes, l'œil aussi a des anomalies. Je vais vous inviter à aller avec moi. Quelles sont les anomalies de la vision? Vous les citez. Nous avons la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, l'astigmatisme, le daltonisme, la cataracte, le glaucome, la conjonctivite, etc., etc. Maintenant, comment se manifeste la myopie? Surtout nos amis auditeurs, ceux qui nous suivent avec leur poste radio, je les invite à aller sur ces schémas qui sont sûrement dans leur cahier de cours. Pour un œil myope, l'image est formée en avant de la rétine. Donc l'œil myope ne distingue pas les objets éloignés. Pourquoi? Parce que son cristallin est trop convergent. L'image se forme en avant de la rétine. Et pour corriger ce défaut, on a recours au verre à bord épais ou à des verres divergents ou encore des verres biconcaves. Ce qui va permettre maintenant de ramener l'image sur la rétine. Comment se manifeste l'hypermétropie? Pour l'œil hypermétrope, les objets sont rapprochés, ne sont pas nettement distingués. Pourquoi? L'image de ces objets se forme en arrière de la rétine. Pourquoi ces images se forment en arrière de la rétine? Parce que l'hypermétrope a un globe oculaire trop court ou bien un cristallin trop plat. Ce défaut se corrige par le port des verres biconvexes ou à bord mince ou bien des verres convergents. Comment se manifeste la presbytie? La presbytie